Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous revoir ce soir pour ce... Oh là, on a des petits problèmes de micro. Pour ce premier rendez-vous aux 50 de l'année. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas reçu nos vœux ambiance good news, eh ben, bonne année à tous. Et puis, je vous incite peut-être à aller visionner nos vœux. Ils sont très marrants. Ce soir, un sujet très sérieux, après ces vœux qui étaient plutôt rigolos, qui est comment communiquer avec l'administration et avec les administrations. On est tous experts comptables dans nos cabinets à gérer les relations avec l'administration fiscale, avec l'URSSAF, avec la DRIEX, l'inspection du travail, la DGFiP. Et parfois, nous avons quelques difficultés pour obtenir des réponses rapides ou pour obtenir des réponses tout court. Et nous avons eu envie, tous ensemble, de mettre à plat les différents modes de communication qui existent et de vous donner les bonnes pratiques pour peut-être à un moment donné avoir le canal de communication le plus efficace. Donc j'ai la chance d'être accompagnée ce soir pour la Driette de Monsieur Vasseux et de Madame Barre, bonsoir. Pour l'URSSAF de Rémi Follanglois, bonsoir. Et pour la DGFiP de Thierry Dufan, notre commissaire du gouvernement, et d'Emmanuel Aubray. Donc on est tous là pour répondre à vos questions, vos interrogations. Chaque intervenant fera un petit exposé de 10 minutes, un quart d'heure, et à chaque fois, vous aurez le temps des questions. Pour déminer tout de suite quelques sujets qui fâchent, je vous propose de ne pas aborder les systèmes d'aide énergie, car on vous invite le vendredi 10 février à 9 h pour partager avec vous ce système d'aide énergie. Et concernant le guichet unique, nous vous invitons le mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc, j'espère que vous retiendrez bien cette date à 9 h pour parler du guichet unique avec une personne certainement de l'INPI et une autre personne qui connaît parfaitement aujourd'hui ces histoires de formalités d'entreprise et de formalités juridiques. Comment aujourd'hui réussir à être au bon endroit pour faire la bonne formalité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a le guichet unique, le guichet entreprise et aussi Infogreffe. Donc, les canaux se sont multipliés dans les entreprises pour faire ces formalités et quel est là aussi le moyen le plus rapide pour faire les formalités pour nos clients. Donc, ces deux sujets, donc, je vous remercie de ne pas les aborder ce soir et je passe tout de suite la parole à la Driette, Monsieur Vasseux et Madame Barre. C'est moi qui je ne sais pas ce que j'ai fait de la zapette. Ah ben, elle est là. Voilà. Merci. Alors, on m'entend? Oui. Donc, bonsoir à tous, ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne avec nous. On est très heureux de participer à cette soirée d'échange autour de la communication, qui est un sujet un peu épineux parfois avec l'administration au sens large. Et la Driette Île-de-France n'y fait pas exception. Mais vous verrez que on a quand même beaucoup progressé sur la manière de pouvoir communiquer avec nos services. Alors moi je suis Monsieur Vasseux, je suis directeur adjoint à la Driette Île-de-France, unité départementale de Paris. Ma collègue. Ah, oui. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Donc moi je suis Madame Barre et je suis inspectrice du travail et je suis responsable du service renseignement à la Driette UD 75.
Alors, on va plutôt se concentrer sur comment communiquer avec l'inspection du travail. Parce que la DRIEETS recoupe plusieurs services, évidemment, de l'État, que ce soit sur le volet emploi, insertion, cohésion sociale. Et moi, je suis plus, sur le volet travail, le champ de travail, ce qu'on appelle le champ de travail, donc qui concerne évidemment les entreprises, sur le volet application du droit du travail, qui est un champ qui est lui-même très vaste et éminemment complexe pour les entreprises et qui parfois requiert de la part des experts comptables au service de leurs clients, mais également pour leur information parfois propre, de recourir à nos services afin d'avoir des éclairages en matière de droit du travail. Ça va être l'objet de mon propos. Les interlocuteurs que vous allez trouver sur le champ de travail au sein de la DRIEETS sont multiples. Pour résumer et pour faire un peu court, j'ai intitulé notre intervention « Communiquer avec l'inspection du travail ». Donc, sachant très bien qu'il n'y a pas que l'inspection du travail à la DRIEETS, vous avez également des services qui sont en appui des entreprises sur le développement économique, mais également sur le développement de l'emploi. On a recours aux services de la DRIEETS, parfois dans des situations un peu complexes, qui sont, par exemple, les plans de sauvegarde de l'emploi, où on intervient également avec des services ad hoc. Moi, je vais plutôt centrer mon propos sur l'action des services de contrôle et les services de renseignement en droit du travail qui ont une expertise particulière en la matière et notamment sur l'application des conventions collectives, mais ma collègue va développer tout ça. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est articuler mon propos autour de deux situations. Donc, avant l'intervention de nos services. Donc là, on est sur de l'information pure. Voilà, et c'est des questions tout à fait multiples. Quel est le régime d'horaire applicable dans une entreprise? Comment on fait un règlement intérieur? Qu'est-ce que c'est que le document unique d'évaluation des risques? Parce que il n'y a pas que les aspects purement gestion de la relation contractuelle avec le salarié, mais on a aussi des choses un peu plus larges qui sont la santé au travail. Je sais que les cabinets comptables ne sont pas nécessairement forcément toujours très informés sur ces questions-là, mais nous savons également que vos clients peuvent vous interroger. C'est quoi le DURP? Est-ce qu'il faut que j'adhère à un service de santé au travail? C'est quoi la médecine du travail? Est-ce que c'est obligatoire? Ce genre de choses. On le sait puisque lorsqu'on intervient auprès de vos clients, ils nous disent très souvent la phrase magique, c'est chez le cabinet comptable. Bon, on va voir ce que ça implique. Donc, il y a la phase un peu préventive, recourir à de l'information. On verra les différents canaux. Et puis, ce que je voulais également aborder ce soir avec vous, c'est pendant et après une intervention de contrôle. Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui on discute? Et qu'est-ce que cela suppose et implique? Voilà, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. On a d'autres services qui vont intervenir sur de l'information autour des plans de sauvegarde de l'emploi, des accords d'entreprise, de la négociation d'entreprise, et qui peuvent vous apporter des appuis au service de vos clients, mais également autour des ruptures conventionnelles, des choses que vous connaissez et pour lesquelles vous êtes parfois ou même très souvent sollicité par les entreprises. Je passe la parole à ma collègue. Alors, donc, pour solliciter le service d'enseignement en droit du travail, il y a donc 3 canaux par téléphone. Donc, vous avez le serveur, c'est un serveur vocal interactif. Donc, en fait, il faut indiquer le département sur lequel est l'entreprise et ça oriente vers des agents de renseignement dans les départements dédiés. On peut également nous saisir par mail, courrier. Donc, c'est une adresse mail qui peut varier selon les départements. Et puis, une prise de rendez-vous physique. Donc là, je ne parle que pour l'Île-de-France, mais c'est une prise de rendez-vous en ligne avec les services de l'Île-de-France. C'est des rendez-vous de 3/4 d'heure
Voilà. Vous pouvez aussi trouver des renseignements sur des fiches du ministère du Travail. Il existe également le code du travail numérique qui vous permet d'avoir accès à des simulateurs pour le calcul des indemnités. Alors notre service renseignement droit du travail, ne fait pas d'accompagnement, on répond aux questions, ne fait pas de calcul. Et puis, je voulais aussi aborder la question une offre de service qui est la place des entreprises. La place des entreprises, c'est un outil, une plateforme qui a été développée qui est pilotée par la Direction générale des entreprises et la DGEFP. Donc là, ça s'adresse aux TPE, PME. Vous pouvez donc, par ce biais-là, poser des questions à des experts, et notamment en droit du travail. Les experts, ce sont donc les chargés de renseignement en droit du travail. Mais cette plateforme, elle permet aussi d'avoir des renseignements sur d'autres sujets, fiscal, notamment accompagnement de la CCI. C'est un service qui se développe, qui fonctionne bien. Donc, en fait, l'employeur va entrer les coordonnées et sera orienté vers les services qui répondent. Sur Paris, on est sur un délai de réponse qui est inférieur à 5 jours. Voilà. Alors pour ce qui est du contenu du champ, en fait, on va s'intéresser nous aux relations individuelles, mais aussi aux relations collectives. Donc on va pouvoir renseigner les employeurs, mais aussi les salariés, puisque le gros ce sont les salariés, le gros de notre demande ce sont les salariés, mais on renseigne également les employeurs. Donc sur les conventions collectives, donc une question qui porte sur un point. Voilà, donc sur les conventions collectives et puis le code du travail. Pas d'interprétation par contre d'accords d'entreprise par exemple, mais on peut répondre sur deux points. Donc, concrètement parlant, on fait le 0806 00126, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et après, sur Internet, tout à fait. Sur après, Internet, on tape inspection du travail. On tape. Voilà, vous tapez inspection du travail, vous allez être dirigé vers l'annuaire selon le département. D'accord. Et quand vous dites qu'on peut prendre rendez-vous? Oui, sur le site de la DRIEETS. Donc on va sur le site de la DRIEETS, on trouve prise de rendez-vous, c'est ça? Voilà, ça s'appelle PRV, prise de rendez-vous. D'accord. Voilà. Sur Paris, on a 2 sites. On a un site dans le 13e, un site dans le 19e. Ok. Donc c'est une prise de rendez-vous physique. Vous avez dit que ça a duré 45 minutes. 45 minutes. Et un rendez-vous téléphonique, donc c'est le 0806. Tout à fait. Ok. Aux horaires qui sont indiqués. Et quand on envoie une question par mail ou par courrier, Ouais. Donc l'adresse mail qui va bien, alors, on la trouve où? Parce que c'est souvent ça la difficulté, c'est d'écrire au bon mail. Au bon mail, oui. Vous la trouvez également sur le site de la DRIEETS ou de la DRETS, selon où vous êtes localisé. Vous avez une boîte par département. On répond alors, si c'est pas une question qui vient du département de Paris, on répond. Il n'y a pas de non-réponse. D'accord. Si on se trompe d'adresse, c'est pas très grave. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. On fait aussi de la réorientation. C'est-à-dire que ça ne concerne pas forcément le service renseignement droit du travail. On va réorienter. Voilà. La question, elle va pas rester en suspens. D'accord. Et on a sur Paris un délai de réponse inférieur à 5 jours. Je ne vais pas m'engager sur les autres départements. Mais voilà. Donc là, on est dans la phase prévention, question, vie normale de l'entreprise, voilà. et vous nous aidez à faire au mieux pour nos clients. Voilà, tout à fait. En fait, c'est pour ça comme un rôle de prévention. Vous avez des questions avant d'avoir dans les difficultés. Vous nous posez des questions, on y répond. Voilà. Plan d'égalité hommes-femmes, on peut vous les envoyer, puis vous nous donnez votre avis ou c'est pas vous? Alors nous, on n'examinera pas. D'accord.
Là-dessus, on a un service dédié qui effectivement répond aux questions des entreprises ou des cabinets comptables, notamment sur le contenu des plans d'action égalité pro, et également sur la manière dont on négocie en entreprise sur le sujet. Et on vous donnera également des renseignements sur des choses un peu plus poussées et complexes, notamment autour de ce que c'est qu'un index égalité professionnelle, quels sont les critères qu'on va mettre dans un plan d'action, etc., etc. Donc, par exemple, sur la conformité d'un plan d'action ou d'un accord d'entreprise sur le sujet, il faut contacter le service dédié auprès de l'UD, de notre unité départementale. On trouve les coordonnées, encore une fois, sur le site de la DRIETS Île-de-France. Il suffit de regarder, onglet égalité professionnelle, et vous avez la liste des référents départementaux, et vous avez toujours une personne qui est derrière l'adresse générique et qui va vous répondre. Voilà. Oui, c'est clair. Et on a même une obligation d'information et de conseil sur l'égalité professionnelle. Très bien. C'est dans la loi. Donc là, on passe à la phase un peu plus contentieuse, c'est ça? On ne va pas parler de contentieux. Hein, on est dans une phase de contrôle. Le contentieux, ça vient après le contrôle. D'accord, mais on évite d'aller au contentieux. Donc voilà, là, vous avez anticipé la question sur les GAPRO. Donc, effectivement, on a un service. Également sur les ruptures conventionnelles, on a souvent des questions autour de qu'est-ce qu'on met dans la rupture, comment on calcule l'indemnité, qu'est-ce qu'on prend en compte dans l'indemnité, comment on fait, voilà. Donc, on a un service également qui s'occupe de l'homologation des ruptures conventionnelles et qui répond également aux questions relatives à ce dispositif de rupture du contrat de travail. Encore une fois, on a l'adresse mail de la boîte institutionnelle de ce service sur le site internet de la DRIETS. Ce qu'il faut retenir, c'est que la clé d'entrée première, c'est le site internet de la DRIETS Île-de-France, mais également des DRETS en région ailleurs qu'en Île-de-France. Voilà. Et je vous ai mis le lien. Bon, là, il apparaît comme ça, mais voilà. Alors, bien évidemment, vous aurez droit aux slides ah oui, après. Hein, c'est pas la peine de noter tous les liens, les adresses et téléphones. On vous enverra tout ça. Et donc là, on va passer à une phase un petit peu complexe sur laquelle vous êtes sollicité par vos clients très souvent lorsqu'il y a un contrôle. C'est toujours la même chose, on a été contrôlé par l'inspection du travail ou alors l'inspecteur est là, il nous demande tout un tas de trucs, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répond, comment on répond. Alors là, c'est toujours un peu délicat et trouver son interlocuteur n'est pas également toujours aisé. Je vais vous expliquer pourquoi, même si la personne qui vient vous contrôler, on l'identifie, normal, c'est une personne humaine, elle a un nom, un prénom. Ceci étant, pour ensuite la contacter, admettons, juste après le contrôle, ce n'est pas toujours évident de trouver son adresse mail ou ses coordonnées. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui simplifie un peu les choses dans la relation avec un agent de contrôle, c'est que pour une entreprise, il n'y en a qu'un seul. Ce n'est pas une multitude de personnes, puisque nous sommes organisés de manière territoriale. Donc, c'est un agent de contrôle, une entreprise. Voilà. Chaque entreprise devrait connaître son agent de contrôle. Pour vous, l'appui que vous pouvez apporter, c'est d'aller regarder sur le site de la DRIETS Île-de-France. Nous avons un module de recherche géographique. On tape l'adresse de l'entreprise dans le module de recherche. Elle est pointée sur une carte et ensuite vous avez une bulle qui s'ouvre avec les coordonnées et le nom de l'agent de contrôle, son adresse mail, son adresse physique et son numéro de téléphone. Voilà. Donc, c'est assez simple de savoir qui contrôle une entreprise et je pense que c'est une information utile que les cabinets devraient avoir sous le coude en cas d'interrogation de la part de leurs clients. Alors, j'ai mis quand même sur le support que les agents de contrôle changent périodiquement. Donc, c'est un peu la règle dans l'administration. On a des changements périodiques, il n'y a pas de périodicité fixe. Ceci étant, on a également des situations où il y a des services où il manque des agents. Et donc, dans ces cas-là, on va essayer de retrouver un interlocuteur qui prend un intérim sur un territoire de contrôle. Et cet intérim peut être tournant, ce qui fait qu'on va être contrôlé par une personne et quelques temps après, ce n'est pas le même interlocuteur. Il ne faut pas être perturbé par ça. Il y a une continuité dans l'action.
Alors, sur quel sujet vous pouvez interroger l'agent de contrôle alors suite à un contrôle ou même parfois dans d'autres situations simplement de conseil, parce que ma collègue va conseiller sur le droit du travail de manière générale, sur les conventions collectives de manière générale, mais sur des sujets peut-être un peu plus pointus, ma collègue va orienter vers l'agent de contrôle compétent territorialement. Et donc là, l'agent de contrôle va répondre sur des sujets un peu plus techniques. Donc, si vous êtes saisi par vos clients sur, par exemple, est-ce qu'il faut une ventilation dans mes locaux? Vous n'avez pas la compétence technique, mais ça peut arriver qu'on vous pose la question, puisque l'inspection peut vous le demander, ou alors, voilà, il y a une question qui se pose par un représentant du personnel, par exemple. Eh bien, si vous ne savez pas, nous, on a la compétence pour répondre à ce genre de questions un peu techniques sur la santé, la sécurité, l'hygiène au travail. Ça, c'est l'agent de contrôle qui répond. Dans la suite d'un contrôle, on va vous demander tout un tas de choses, notamment des documents administratifs, typiquement le registre du personnel que vous tenez en principe à jour pour vos clients. J'insiste un peu sur ce document puisque c'est un document qui est en général demandé en premier quand on fait un contrôle. Il faut qu'il soit à jour, c'est-à-dire à jour du contrôle. Si le client, en tout cas l'employeur qu'on contrôle, ne l'a pas sous la main, c'est un peu embêtant pour nous puisque le texte dit que tous les documents obligatoires sont détenus par l'employeur. Quand on nous dit c'est chez le comptable, on le comprend, mais ce n'est pas satisfaisant. Donc, ça veut dire qu'il faudra communiquer ces documents-là très rapidement après le contrôle. Aujourd'hui, les registres du personnel, ils sont dématérialisés. Donc, on va pas. Il me semble compliqué d'envoyer tous les jours à nos clients le registre du personnel à jour. Évidemment. Donc, vous venez, il nous appelle, on l'envoie par mail et vous l'avez dans la minute. Eh bien, on est tout à fait d'accord. Eh bien, parfait. Parfait. Et la même chose pour les autres documents, c'est-à-dire les contrats de travail, la durée, tout ce qui est relatif à la durée du travail. Ça aussi, c'est un peu épineux parce que quand est-ce qu'on met en place un enregistrement des horaires, quand est-ce que c'est pas utile? Or, nous, c'est un élément de contrôle important puisque ça permet de contrôler la durée du travail journalière, quotidienne, hebdomadaire, mais également de contrôler que toutes les heures sont bien décomptées. Et parfois, alors mon collègue de l'URSSAF pourra peut-être en parler un peu mieux, mais on peut avoir des situations où les horaires sont escamotés, dans ces cas-là, échappent la cotisation sociale, etc. etc. Donc, c'est des éléments de contrôle. Hein. Et ça, c'est pareil, on sait que ce n'est pas toujours sur place, mais que le comptable a. Et la bonne pratique, c'est effectivement exactement ce que vous avez dit, c'est de nous les communiquer par mail très rapidement. Hein. Et puis évidemment, s'il y a des questions un peu pointues sur la représentation du personnel et le dialogue social, c'est l'agent de contrôle, pareil, en charge de l'établissement, qui va pouvoir vous renseigner sur quand est-ce qu'on met en place un CSE, quelles sont les règles de droit applicables, quel est le seuil, bon, enfin, ça on sait à peu près, mais après, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est requis dans le fonctionnement, qu'est-ce qu'on présente comme document au CSE, document obligatoire, par exemple, etc., etc. Et pour la négo collective, c'est pareil. J'accélère un peu, je ne veux pas dépasser mon temps de parole. Alors, c'est intéressant de savoir à qui on s'adresse et comment on s'adresse et quels sont les canaux de renseignement de communication, mais il y a une chose aussi qui est importante et sur laquelle je voulais intervenir, c'est comment répondre à l'administration du travail. Parce que d'une administration à l'autre, on ne répond pas tout à fait de la même façon. Hein. Le principe à poser, c'est qu'on répond à l'administration du travail lorsqu'elle fait une demande ou suite à un contrôle, on répond par écrit. On n'appelle pas un agent de contrôle pour lui dire oui, suite à votre visite, voilà, j'ai ces réponses-là à vous donner. On va vous dire merci, très poliment, mais on vous dira vous allez nous l'écrire, s'il vous plaît. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain formalisme à respecter avec notre administration, puisque les procédures sont très souvent écrites. Donc, ça peut être des demandes de communication de documents. Donc là, ça passe forcément par un canal écrit, c'est le mail. Parfois, ça peut être le courrier, compte tenu d'un certain nombre d'éléments. Les actes les plus courants que nos agents vont donner ensuite à contrôle vont nécessairement demander une réponse écrite. Donc, par exemple, quand on adresse une lettre d'observation à un de vos clients,
qui fait état de nos constats et des irrégularités qu'on a relevées, eh bien, c'est un courrier formel envoyé par la poste. C'est un peu vieux jeu, mais c'est comme ça. Et on vous demandera en parallélisme des formes de répondre de la même manière. Et on vous demandera d'y annexer les documents en justification qui sont demandés. On a d'autres actes, je ne vais pas détailler, mais ceci étant, on peut avoir notamment des demandes de vérification, notamment sur des installations de sécurité. Alors, votre client, il va dire, j'ai reçu une mise en demeure, qu'est-ce que je fais avec ça? En fait, tout est indiqué dessus. Il va falloir faire appel à un organisme de vérification agréé pour les installations électriques, les extincteurs, les ventilations, ce genre de choses. Et il faudra répondre dans un délai qui est prescrit, et qui est prescrit dans la demande de vérification. Je passe sur les autres choses, et puis ensuite, il y a des choses un peu moins agréables qui pourront nécessiter un accompagnement de vos clients et qui sont des procédures de sanctions. Vous pourriez être sollicité par vos clients, donc ça peut passer par des procédures pénales, mais là on va être plus sur un accompagnement d'avocat, ou des procédures de sanctions administratives qui sont des amendes, tout simplement, et sur lesquelles il y aura une instruction et évidemment tout est contradictoire, donc on peut faire valoir ses arguments, bien entendu, avant d'arriver à la sanction ferme. Quelques conseils et bonnes pratiques. Alors, outre la phase préventive, qui est toujours la meilleure des démarches, de se renseigner sur le droit applicable dans les différents sujets de la gestion sociale de l'entreprise, eh bien, lorsqu'on est contrôlé et qu'il y a des irrégularités qui sont relevées, qu'on ne comprend pas, ce que, par exemple, votre client va vous dire, je ne comprends pas, il m'a parlé de tout un tas de trucs, j'y comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce document unique des risques? Bon, alors on rassure son client. Et puis, si on veut un peu plus de détails, et vous avez la faculté de le faire, vous, à titre de conseil de l'entreprise, c'est de contacter l'agent de contrôle lui-même par le moyen que je vous ai expliqué tout à l'heure pour retrouver les coordonnées. C'est encore indiqué là, je vous l'ai remis sur cette slide. Et de passer un coup de fil. Alors, vous n'aurez pas l'agent de contrôle tout de suite, mais vous aurez le service qui va prendre note de votre demande et vous serez rappelé. En principe, l'agent de contrôle vous rappelle. Et puis, vous allez lui poser toutes les questions relatives aux demandes de l'administration du travail suite à un contrôle, par exemple, et lui demander des explications. Alors, on peut également expliquer de manière très concrète la situation de l'entreprise en disant ce document, on ne l'a pas. Faut être clair. Faut dire on ne l'a pas. Voilà. Mais on s'engage à le faire. Pour le client, ça va être fait rapidement, pas de souci, on vous le transmet de quelle manière vous voulez, par mail, il n'y a pas de souci. Par WeTransfer, on a aussi parfois des documents qui sont très lourds parce qu'on peut vous demander des choses importantes qui pèsent un peu comment dire, en poids informatique. Et donc, il faudra passer par d'autres canaux de transfert de documents. Chaque service a une boîte mail institutionnelle qu'on retrouve encore une fois sur le site de la Driette. Et si on a besoin là de prendre un rendez-vous physique avec l'agent de contrôle, c'est tout à fait possible et faisable pour expliquer de manière un peu plus vivante, concrète et détailler la situation de l'entreprise. On prend rendez-vous avec l'agent de contrôle et on va au bureau de l'agent de contrôle pour expliquer les choses. Parfois, ça peut être dans l'autre sens. L'agent de contrôle peut vous demander de venir. Donc là, on parle de l'expert comptable qui peut se présenter avec un mandat pour son client. Il n'y a même pas besoin de mandat. Même pas besoin de mandat. Non, vous êtes l'expert comptable de l'entreprise. Voilà. Donc, moi, je me retourne vers nos agents de l'administration fiscale qui pourraient nous simplifier la vie aussi, mais si je dis ça, je dis rien. Voilà. Et merci puis... Thierry. Oui. Non, je termine rapidement. On prend rendez-vous avec l'agent de contrôle et puis évidemment, dans certaines situations et cas où effectivement on a besoin de parler tout de suite, suite au contrôle, etc., le téléphone, les coordonnées, toujours pareil, sur le site de la Driette. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Et alors, soit le truc ne marche pas, soit il n'y a aucune question. Peut-être vous avez des questions dans la salle? Je crois que c'était super clair. Merci, merci beaucoup. Donc, 2 volets, un volet prévention avec beaucoup d'informations quand on a des doutes
et un volet, un contrôle de l'inspection du travail, où là, il y a aussi beaucoup de dialogue et de la compréhension, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci beaucoup. Ah. Ah, j'ai une question, c'est ça. Ouais, en fait, j'ai une question. D'accord. Laquelle? Quel suspense. Bon, bah, c'est une question. Très bien, merci. Je crois que ça n'appelle pas vraiment de réponse. Monsieur Folanglois, je vous laisse la parole. Je pense que votre micro doit fonctionner. Ah, ça y est, nous avons la faction. J'ai tenté de joindre par mail à plusieurs reprises la cellule Fonds de solidarité ainsi que le médiateur. Je pense que la suite serait, ah voilà, mais toujours pas de réponse après plusieurs mails. Donc, cellule Fonds de solidarité ainsi que le médiateur. Ce n'est pas pour nous. Voilà. Ça ne nous concerne pas. C'est plutôt. Je pense qu'on est en avance d'une présentation. Voilà. Voilà. Ok, on va répondre. A priori, c'est le fonds de solidarité, ça serait l'administration fiscale. Et donc, c'est nos derniers intervenants. Donc, on vous répondra après. Merci. Donc, Rémi Folanglois, je suis directeur du recouvrement de Saint-Saint-Denis à l'URSSAF Île-de-France, donc représentant de l'URSSAF Île-de-France. Aujourd'hui, je suis ravi également d'être là pour ce moment d'échange. Alors, ce qui nous paraissait intéressant, c'était dans un premier temps peut-être de resituer l'action de l'URSSAF. Le cœur de mission, il est plutôt assez bien connu en termes qu'il s'agisse de la collecte des cotisations et contributions sociales ou du contrôle qui est opéré a posteriori par nos inspecteurs, par un corps d'inspection, à l'instar de ce qui est fait par les collègues de l'inspection du travail. Mais peut-être que nos dispositifs d'accompagnement et nos offres de services sont un peu moins connus, donc il me paraissait intéressant de s'y arrêter. Parmi toutes les offres qui sont destinées à faciliter, je dirais, l'accomplissement des formalités vis-à-vis de l'URSSAF par les entreprises redevables de cotisations et contributions sociales, on peut citer le service URSSAF Première Embauche. Comme son nom l'indique, il est destiné aux entreprises qui emploient pour la première fois un ou plusieurs salariés. Et donc, il s'agit dans ce cas de figure de mobiliser un service téléphonique dédié, de mobiliser également un agent qui va gérer le compte et qui va le suivre et qui va pouvoir répondre aux questions de l'entreprise lors de ses premiers pas, je dirais, dès lors qu'elle emploie du personnel salarié, ce qui embarque une myriade d'obligations, et notamment donc vis-à-vis de l'URSSAF, et au premier chef, l'envoi d'une déclaration sociale nominative, la DSN. Voilà, donc on a effectivement des conseils personnalisés, un accueil sur rendez-vous, et également la possibilité d'une visite conseil à l'entreprise. Alors une visite conseil, qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est un inspecteur de l'URSSAF qui peut se déplacer au sein d'une entreprise, qui va effectuer non pas un contrôle parce qu'il ne sera pas assorti de redressement, il n'y aura pas de sanctions, mais simplement d'observations qui vaudront pour l'avenir. Donc c'est vraiment une sorte d'audit lors des premiers temps de la vie de l'entreprise pour pouvoir, je dirais, mettre l'entreprise sur les bons rails, dans le cadre donc de ses obligations en matière sociale. Voilà. Donc il y a toujours une appréhension, évidemment, de la part des entreprises de voir un inspecteur débarquer, si je puis dire, mais
voilà, j'insiste sur ce point. Il n'y a pas, lors des régularisations qui sont demandées, il n'y a pas de redressement, il n'y a pas de sanction et donc pas d'impact financier pour l'entreprise. Voilà, et donc on est sur une durée sous ce dispositif, une durée de prise en charge de 6 mois. Un autre dispositif voilà, qui me paraît intéressant de décrire, c'est le rescrit social et plus largement l'ensemble des questions juridiques que peuvent poser les entreprises, toujours en matière soit d'affiliation ou d'assiette de cotisation sociale, de dispositifs d'exonération ou d'allègement, etc. Donc, on a une procédure de rescrit, c'est-à-dire que l'entreprise donc va poser sa question par rapport à sa situation d'espèce et on va s'évertuer donc à répondre le plus précisément possible. Ce sont des juristes qui vont apporter les éléments de réponse en s'appuyant sur les références textuelles idoines. Et cette réponse engage l'URSSAF Île-de-France pour l'avenir. Autrement dit, l'entreprise, lors d'un contrôle, pour le coup au sens strict, réalisé par un inspecteur, eh bien la personne pourra invoquer la réponse qui a été transmise par les services de l'URSSAF dans le cadre d'un rescrit social ou plus largement d'une question juridique en dehors de cette procédure de rescrit social. Hein, je souligne également ce point. Ce n'est pas parce qu'on passe en dehors du rescrit que la réponse de l'URSSAF n'est pas opposable. Elle est opposable au même titre que si on passe par le rescrit, qui est une procédure un petit peu plus cadrée. En termes de rescrit social, vous avez des thèmes qui reviennent très souvent? On a des thèmes assez récurrents, ils sont très variés malgré tout, mais on a des thèmes récurrents sur les dispositifs d'exonération, sur le dispositif d'allègement des charges sociales, sur également les avantages en nature versus les frais professionnels. Est-ce que telle ou telle pratique correspond plutôt à des frais professionnels exemptés des cotisations et contributions sociales ou bien des avantages en nature qui rentrent dans l'assiette des cotisations? Merci. Et puis je dirais aussi les nouveaux dispositifs ou les nouvelles activités, les activités que l'on a pris en charge plus récemment font aussi l'objet de questions peut-être plus précises. Je pense notamment, par exemple, à la contribution à la formation professionnelle. Ça, c'est de manière, je dirais, plus conjoncturelle. Alors, c'est un petit peu le pendant documentaire de ce que je présentais à l'instant. Le bulletin officiel de la sécurité sociale. On a aujourd'hui, c'était quelque chose qui était assez attendu, hein, c'était une base documentaire, donc un corpus de règles qui regroupe un petit peu des informations sur la réglementation qui est applicable en matière de cotisation et de contribution sociale, avec des commentaires, avec des indications sur la bonne interprétation des différentes dispositions. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut du coup consulter, y compris sur les thématiques que j'indiquais, frais professionnels, C'est le exonération, BOFIP etc. de l'URSSAF. Voilà. C'est vrai que BOSS, c'est plus sympa que BOFIP. Hein. Voilà, je ne vais pas faire de commentaires sur l'acronyme, mais bon, le bulletin des confrères fiscaux préexistait, donc on est venu après. Mais maintenant, c'est chose faite. On a également, effectivement, en matière sociale, l'équivalent du bulletin en matière fiscale. Voilà, il était aussi peut-être intéressant de s'arrêter un petit moment sur le droit à l'erreur, qui est alors qui n'est pas une spécificité du service public du financement de la protection sociale géré par l'URSSAF, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en pratique
de manière générale dans nos démarches et dans l'approche qu'on a avec les entreprises et les tiers déclarants. Le droit à l'erreur, vous le savez, il a été inscrit dans la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite la loi ESSOC. Sur le plan, je dirais, réglementaire, le droit à l'erreur, c'est la non-application d'une sanction lorsque, en l'occurrence, l'entreprise commet une erreur de bonne foi pour la première fois. Voilà, ça c'est le principe général qui trouve notamment sa traduction dans la possibilité pour les entreprises, pour les déclarants, de manière générale, de rectifier sa déclaration à tout moment sans que cela donne lieu à une sanction. Voilà, ce sont les DSN rectificatives qui sont adressées et dès lors que ça génère, je dirais, des cotisations dues supplémentaires par rapport à la déclaration initiale, et bien, dès lors que l'entreprise règle ce coût, ce montant complémentaire, il n'y aura pas de pénalité ou de majoration de retard d'appliquer. L'exemple de l'observation pour l'avenir qui est réalisée, qui est faite dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette par un inspecteur, là aussi, dans certains cas de figure, il peut non pas prononcer un redressement qui donne lieu donc à des cotisations supplémentaires à payer pour l'entreprise, mais à des observations pour l'avenir qui pourront faire l'objet de redressement lors d'un contrôle prochain. Voilà, ce sont quelques exemples d'application du droit à l'erreur dans son acception normative, je dirais. Et puis pour nous, le droit à l'erreur, c'est aussi une posture pour, je dirais, plus de pédagogie, plus de clarté dans les informations qu'on est amené à communiquer, notamment à vous communiquer, vous, experts comptables. C'est aussi essayer d'être un petit peu plus proactif pour éviter que les erreurs ne surviennent ou ne se répètent. Hein, c'est la raison pour laquelle récemment on a développé ce qu'on appelle des comptes rendus métiers. Le terme est un peu techno, mais il s'agit en fait d'informations qui sont données en amont du dépôt de la DSN pour vous signaler les erreurs qui sont d'ores et déjà détectées, les anomalies qui peuvent être corrigées pour qu'ensuite le processus déclaratif soit le plus fluide possible, que ça ne donne pas lieu à des incompréhensions sur voilà, des écarts de montant que vous pourriez constater. Voilà, donc il s'agit vraiment pour nous d'insuffler auprès de l'ensemble de nos collaborateurs cet état d'esprit qui vise à avoir toujours du discernement dans l'examen de chaque situation. Alors du discernement, le médiateur en fait preuve. On a un médiateur donc à l'URSSAF Île-de-France qui peut être saisi dès lors que on n'est pas en cours d'un contrôle et dès lors que il n'y a pas de recours contentieux qui soit amiable ou judiciaire. Amiable, c'est la commission de recours amiable ou judiciaire devant les tribunaux judiciaires compétents. Et donc ce médiateur, il va porter un regard différent et je dirais indépendant des services qui ont prononcé une décision qui ne donne pas satisfaction à la personne, enfin, en tout cas qui génère, je dirais, un désaccord. Voilà, donc ça permet dans un certain nombre de situations, là aussi, de reconsidérer un petit peu les cas, de débloquer des dossiers qui voilà, qui trouvaient pas d'issue. Voilà, c'est aussi une possibilité. Donc, il s'agit aussi de bien savoir qu'il existe ce service de médiation et donc on peut donc saisir le médiateur directement en ligne sur ursaf.fr. Concrètement parlant, on peut saisir ce médiateur si on a
un différent quand on, par exemple, un plan de remboursement d'une dette URSSAF? On aimerait avoir 24 mois, vous en avez proposé 12, on saisit le médiateur? C'est une possibilité. D'accord. En effet, on a refusé un délai de paiement. En tout cas, on n'est pas d'accord sur la durée, comme vous le dites. C'est un recours, si je puis dire, possible pour l'entreprise que de saisir le médiateur qui va analyser l'ensemble du dossier, l'ensemble de la situation, et on va pouvoir réexaminer la Et demande. ce médiateur, on le trouve comment? Alors, de manière très, je pense, assez intuitive, sur le site ursaf.fr, on a une rubrique médiateur, médiation. Et quelle que soit la zone géographique, quel que soit le cas, quel que soit le... En fait, sur le site ursaf.fr, il faut sélectionner sa région, en l'occurrence l'URSSAF Île-de-France, et ensuite vous avez la rubrique du médiateur, et donc le courriel arrive directement à la médiation de l'URSSAF Île-de-France. D'accord, donc on envoie un courriel au médiateur, on lui explique le cas, et là ça pourrait suspendre un recours éventuel de l'URSSAF, parce que là, si je reprends mon cas de l'échéancier, vous proposez 12 mois, l'entreprise a besoin de 24. On vous répond, je vais saisir le médiateur. Là, à ce moment-là, vous arrêtez le process et on attend que le médiateur on saisit le médiateur et après, les services se parlent, parce que parfois, les services se parlent pas tout à fait, vous voyez. Et donc, on se retrouve avec une procédure un peu en parallèle et puis une autre qui continue et on est très enquiquiné. Alors, pour éviter tout équivoque, quand on dit, quand on parle de suspension, on ne parle pas, on est d'accord, de suspension d'un recours contentieux. Dès lors qu'il y a un recours contentieux ou devant la commission de recours amiable, on ne peut pas saisir le médiateur. Voilà, la sollicitation est rejetée. Ce que vous voulez dire, je pense, hein, c'est dès lors que, effectivement, on n'est pas d'accord sur un délai de paiement, je saisis le médiateur. Effectivement, on va suspendre nos procédures de recouvrement dans l'attente de la position qui est exprimée par le médiateur, qui n'a pas la prérogative de remettre en cause la décision prise par les services de l'URSSAF, mais qui émet une recommandation qui est très souvent suivie par les services. Et durant ce laps de temps, les procédures de recouvrement sont suspendues. Merci. Ah. Oula. Bonjour et merci pour votre intervention. Pour ce qui concerne le médiateur, peut-il être saisi même sans contentieux ou litige en cours? Surtout sans contentieux. Sans contentieux, voilà. Avec contentieux, ce n'est plus possible. Voilà. Pour solutionner une situation particulière qui ne peut pas être solutionnée par un appel à l'URSSAF, mal dirigé car incompréhension sur le sujet, ou bien y a-t-il une personne avant le médiateur qui peut dénouer les situations inhabituelles? J'espère être claire. Puis-je vous joindre peut-être plus tard là-dessus? Donc, a priori, là, de toute manière, c'est tout le thème de ce soir. C'est qu'en théorie, il y a des adresses, il y a des téléphones, en théorie, on arrive à joindre et en pratique, c'est parfois assez compliqué où on ne se comprend pas. Et parfois, la situation dérive parce qu'on n'arrive pas à se comprendre et on a un seul interlocuteur. Et en fait, parfois, on aimerait bien en avoir un autre qui pourrait peut-être éclairer un peu la situation. Je crois comprendre que c'est la question. Donc, si on ne se comprend pas avec cet interlocuteur d'URSSAF, est-ce qu'on a un plan B? Alors, bon, je vais revenir sur les modalités de saisie, notamment les différents canaux de communication, dont le téléphone. On a un taux de décroché de 90% en moyenne. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, et c'est normal, hein, lorsque sur une journée, on essaye de joindre à plusieurs reprises l'URSSAF et qu'on n'y arrive pas. Bon, je peux comprendre ce sentiment-là, mais globalement, sur l'année 2022, on est à 90% de taux de décroché. Donc après, si on n'arrive pas à se comprendre avec un interlocuteur, bon,
On a aussi la possibilité dans les espaces en ligne de formuler une réclamation. Donc là, on est plus sur, je ne sais pas si vous l'appelez recours gracieux ou en tout cas, voilà, déjà on est sur une première étape d'expression d'un désaccord, d'une insatisfaction. Et là, c'est un référent réclamation, donc c'est un autre agent effectivement qui va prendre en charge le dossier. Et si ça ne convient toujours pas, on a ensuite l'étape de la médiation, voilà, qui est une solution aussi, et qui peut, le médiateur a aussi vocation à contribuer, je dirais, à l'amélioration continue de nos processus de gestion, hein, c'est-à-dire qu'il va, en parallèle avec la résolution de dossiers particuliers, faire des remarques sur nos modes de fonctionnement, sur comment, quel est le ressenti aussi des entreprises qui sollicitent le médiateur, etc. Et le médiateur, donc, il répond sous combien de temps? Alors là aussi, c'est très variable. Je sais que c'est une réponse qui n'est pas forcément satisfaisante. En moyenne, mais c'est une moyenne, donc ce sont il va y avoir des cas de figure, on va répondre très rapidement, et puis des cas de figure, ça va prendre un peu plus de temps. Mais en moyenne, on est sur un délai d'environ 30 jours. Okay. Voilà, 25 jours, 30 jours, voilà, en fonction des moments. J'ai encore 2 questions, mais peut-être que parce que là, je vous ai interrompu avec tes questions, et c'était pas ce qu'on avait convenu. Vous voulez peut-être continuer, puis je vous les pose après? Vous voulez, ça marche. On peut continuer peut-être parce que voilà. Ça fait écho peut-être à des sujets que j'aborde, et puis on enchaîne les questions si ça vous va bien. Donc parmi nos offres de services, mais on en a parlé, c'est l'octroi de délais de paiement. Donc là, on a un guide qui est disponible pour décrire très précisément le cheminement sur les espaces en ligne pour formuler une demande de délai de paiement. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait une proposition en bonne et due forme pour qu'il n'y ait pas des allers-retours entre les services et le cotisant ou avec vous, expert comptable. C'est que vous indiquiez le montant en question, le montant de la dette objet de la demande de délai, sachant que c'est la totalité de la dette qui doit être prise en charge dans le cadre d'un délai. On ne peut pas avoir un bout de dette qui se balade et puis une autre fraction qui est prise, qui est circonscrite par un échéancier. Et puis sur la durée, voilà, il faut préciser la durée qui est demandée. Voilà, le préalable étant d'avoir réglé les parts salariales des cotisations pour que la demande de délai soit éligible. Et avoir transmis les déclarations, c'est-à-dire que si on a ce qu'on appelle des taxations d'office, parce qu'on n'a pas eu sur des périodes données, on a une absence d'éléments déclaratifs, de DSN. Voilà, ça fait partie aussi des prérequis pour pouvoir examiner la demande de délai. Idem sur les demandes de remise de majoration de retard. Voilà, je ne détaille pas peut-être, mais voilà, il faut bien avoir à l'esprit qu'on peut faire ces demandes de remise de majoration de retard, puisqu'il y a des majorations de retard initiales qui sont appliquées, puis ensuite des majorations de retard complémentaires qui correspondent au loyer de l'argent et qui sont calculées. Et lorsqu'on a un délai de paiement, qu'on arrive au terme de l'échéancier, qu'il a été remboursé, qu'on est à jour, souvent les entreprises, et c'est normal, reçoivent une mise en demeure pour qu'elles règlent les majorations de retard. Alors souvent, ça suscite une forme d'incompréhension parce qu'elle se dit mais j'ai tout réglé, je suis à jour et on m'envoie une mise en demeure. Mais ce sont les majorations de retard. Eh bien, à la réception de cette mise en demeure, qui permet de fixer, je dirais, le montant des majorations de retard dues, c'est à ce moment-là qu'il s'agit d'effectuer une demande de remise de majoration de retard. Je sais que avec l'administration fiscale, on a souvent droit à un loupé, c'est-à-dire qu'on fait une déclaration en retard. Donc là, l'administration fiscale nous fait la remise gracieuse des majorations de retard. Avec l'URSSAF, on a le droit à 1, 2, 3 loupés ou qu'un seul comme avec l'administration fiscale?
Alors loupé, hein, c'est quoi? C'est un collaborateur qui a oublié de faire le truc, qui était malade. Enfin, ça nous arrive pas en cabinet d'expertise comptable d'oublier de faire quelque chose. Si on le fait pas, c'est que vraiment il y a eu un souci informatique, il y a eu un souci de communication. Notre boulot expert comptable, c'est de gérer des délais. Et je pense qu'à 98% du temps, on gère très bien tous ces délais. Et on en a énormément quand on voyait la masse de taxes et d'obligations sociales, on les gère. Mais parfois, il y a une maladie, il y a un souci, il y a un client, et là, on ne respecte pas le délai. Alors, on va analyser à chaque fois la demande. Analyser la demande, ça veut dire qu'on va regarder ce qui s'est passé antérieurement. Si effectivement il y a de manière successive des majorations de retard qui sont calculées et avec des demandes de remise voilà, qui peuvent être accordées, soit une remise totale, soit une remise partielle. Bon, ben ça va rentrer en ligne de compte dans l'examen de la situation. Sur une première fois, et si l'entreprise arrive à régler dans les 30 jours, généralement, on va accorder, on est susceptible en tout cas d'accorder une remise totale. Merci. Un mot peut-être sur l'action sociale. Alors, vous dites peut-être quel rapport entre l'URSSAF et l'action sociale avec la suppression du régime social des indépendants. L'action sociale qui était mise en œuvre par le RSI a été transférée, en tout cas sa gestion a été transférée aux URSSAF, mais c'est bien un conseil de protection sociale des travailleurs indépendants, donc dont la composition est une émanation de représentants de différentes fédérations de travailleurs indépendants, ce conseil donc définit une politique d'action sociale, donc de nature extralégale par définition, et va pouvoir accorder des aides aux travailleurs indépendants au cours de leur activité. Ce sont des aides qui font écho soit à des événements gérés par l'assurance maladie, soit par l'assurance retraite. Mais voilà, ce sont des moments de fragilité et pour en savoir plus, le plus simple, c'est de consulter le site sécuindépendant.fr. Donc pour le coup, alors si vous allez sur le site ursaf.fr, il y aura le lien vers ce site-là, mais voilà, pour aller directement à la source d'informations concernant l'action sociale, sur les formulaires à adresser, etc., c'est sur le site Sécu indépendant. Donc il s'agit, je disais, d'événements ayant trait plutôt à la maladie, ça peut être des situations d'invalidité, ça peut être aussi des aides au répit pour les personnes qui soutiennent au quotidien des aidants, qui sont aidants familiaux. Ça peut être au moment de la retraite, lorsque la personne doit changer de logement, qu'elle puisse avoir une aide. Ça peut être au cours de sa situation professionnelle, et là, ça fait plus référence, je dirais, à l'activité, aux missions de l'URSSAF, voilà, avec des aides financières qui peuvent être là aussi accordées. Voilà, ça c'est plus en termes d'actualité, je vais très vite, mais il y a une obligation d'inscription au compte ATMP, accident du travail, maladie professionnelle. J'en parle, c'est la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, la CRAMIF, qui gère cet aspect, mais qui fait partie de l'institution sécurité sociale, dont l'URSSAF est le financeur. Et donc, voilà, il était important aussi de relayer cette information selon laquelle, depuis le janvier 2022, donc depuis plus d'un an, les entreprises se doivent donc d'ouvrir un compte ATMP sur netentreprise.fr.
pour qu'elles puissent recevoir les notifications des taux de cotisation, accident du travail et maladies professionnelles directement. Alors, c'est vrai que la subtilité, c'est que les tiers déclarants et donc les experts comptables peuvent accéder au compte ATMP de leurs clients et visualiser donc toute une série d'informations sur le sujet, mais elles ne peuvent pas recevoir les dites notifications de taux de cotisation dématérialisées. Donc, là, on attend de vous que vous sensibilisiez fortement les entreprises qui n'auraient pas effectué cette démarche parce qu'elles s'exposent à des pénalités prononcées donc par la CRAMIF et recouvrées par l'URSSAF. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais il paraissait important d'y revenir. Sur nos modalités de contact, donc on peut, alors j'ai pas évoqué la possibilité d'écrire un courriel, soit écrire un courriel directement via ursaf.fr. Donc encore une fois, il s'agit de sélectionner la région d'appartenance, hein, donc l'Île-de-France en ce qui nous concerne. Puis donc d'écrire directement un courriel qui sera ensuite orienté vers le bon circuit de traitement, ou bien via les espaces en ligne, le dossier du cotisant en ligne, et auquel vous avez accès voilà, dans la plupart des cas, dès lors que l'entreprise vous mandate pour cela. Mais au-delà de ça, on peut également prendre un rendez-vous soit sur place dans nos centres d'accueil. Voilà, vous avez la carte de l'implantation de nos différents centres d'accueil. Ces rendez-vous, ils peuvent aussi être faits par téléphone ou par webcam. Voilà, et ce qui est important, c'est là aussi de bien relayer qu'il s'agit de favoriser la prise de rendez-vous. C'est plus confortable pour l'entreprise, plus confortable aussi pour nous, parce que ça nous permet de préparer le rendez-vous plutôt qu'une visite spontanée qui reste malgré tout possible. On ne ferme pas la porte aux personnes qui n'ont pas pris de rendez-vous, mais qu'ensuite on va guider pour qu'elles puissent prendre rendez-vous directement en ligne sur place, ou alors vraiment de prendre en charge sa demande s'il s'agit vraiment d'une situation d'extrême urgence. Par téléphone, donc, ce sont donc nos deux lignes. La ligne employeur, le 3957, la ligne travailleurs indépendants au 36 98. Voilà, donc ça, ce sont les différentes possibilités pour nous contacter. Ce que je précise aussi, c'est qu'on a mis en place un peu à l'instar de ce que je décrivais au départ sur le service première embauche, une ligne dédiée pour des cabinets d'experts comptables qui ont souhaité s'engager dans une démarche d'échange direct avec nous. Donc, je dirais que ce format-là a été organisé, mis en place d'une manière un peu expérimentale. On travaille à l'heure actuelle à étendre cette offre de service qui consiste en fait à avoir une ligne de service dédiée, avoir toujours le même gestionnaire au bout du fil et que ce gestionnaire soit le point d'entrée unique, quelle que soit la nature de votre question. Qu'il s'agisse d'une question d'ordre juridique, et puis ensuite on va nous faire le lien avec les collègues compétents pour vous répondre. Qu'il s'agisse d'une procédure de recouvrement forcé en cours ou qu'il s'agisse d'une question déclarative voilà, sur l'envoi des déclarations sociales nominatives. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite développer. Donc voilà, je me permettrai de passer par vous pour donner un petit peu les coordonnées pour que les personnes qui sont intéressées par ces modalités puissent se faire connaître. Oui, c'était ma question. Comment on fait pour avoir ce contact privilégié et être dans ce programme qui peut en intéresser beaucoup?
Donc, on vous transfère les demandes qu'on reçoit par mail, c'est ça? Oui, alors pour sécuriser, je vous donnerai plusieurs très adresses, voilà, pour qu'on puisse recueillir les différentes demandes. On ne pourra pas instantanément mettre en place cette démarche, mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Donc nous, ça nous intéresse de savoir si déjà si ça suscite spontanément votre intérêt, et de vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. L'idée étant d'avoir, je dirais, un échange partenarial. À titre d'exemple, ce qui est important aussi pour ceux qui s'engagent dans cette approche, c'est que les cabinets d'experts comptables nous mettent à jour leurs fichiers clients pour que nous, on puisse gérer au mieux, entre guillemets, votre portefeuille, et qu'on puisse, qu'on s'assure qu'on est bien sur les mêmes entreprises lorsqu'on se parle. Voilà. Et voilà, sur le principe, c'est quelque chose qui, voilà, on a fait un petit questionnaire de satisfaction auprès des cabinets qui fonctionnent de cette manière aujourd'hui, et voilà, qui sont satisfaites, voire très satisfaites de cette manière de faire. Alors, j'ai des questions. C'est le moment? On y est, c'est ça? Alors, en matière de rescrit social, est-ce que l'expert comptable peut solliciter l'URSSAF à la place de son client? Alors, c'est vrai que nous, on va demander pour le coup un mandat voilà, pour s'assurer que effectivement vous représentez bien telle ou telle entreprise que vous venez en tant que Donc, conseil. on a un mandat, voilà. On vous envoie le rescrit et vous nous répondez. Tout à fait. Est-il utile de relancer via la médiation lorsque l'on attend depuis plusieurs semaines une réponse sur un dossier? Est-il toujours utile d'adresser les messages envoyés par l'espace par lettre commandée? Par rapport à la médiation, je n'ai pas bien. Alors, la première question, a priori, un confrère attend une réponse de l'URSSAF depuis pas mal de temps et il se demande s'il ne doit pas solliciter la médiation pour avoir une réponse. Alors, encore une fois, c'est une possibilité. C'est vraiment à l'appréciation de. Mais comment on fait quand on attend une réponse en fait qu'on n'a pas? Donc, vous voulez dire auprès des services de l'URSSAF? Oui, oui, oui. Bon, là, il y a le cas, je vous dis, d'une relance qui reste possible. Oui. Là, je vous ai contacté à propos de tel sujet, je n'ai toujours pas de réponse, je relance. Ça peut être de formuler une réclamation dans les services en ligne, en précisant qu'effectivement, la personne n'a pas eu de réponse à sa sollicitation. Et ça peut être en bout de chaîne, si je puis dire, la saisine du médiateur. Okay. Donc, avant le médiateur, on est bien à faire une réclamation, en fait. Oui, il vaut mieux effectuer une première relance auprès des services, éventuellement sous forme d'une réclamation, pour que, avant de passer, je dirais. Parfait, je pense que Nicolas sera content de l'information. Un auto-entrepreneur qui était inscrit à l'URSSAF, qui passe en SARL, doit-on lui créer un nouveau compte URSSAF? Ce nouveau compte peut-il être fait avec le même mail? Donc, on a un auto-entrepreneur inscrit à l'URSSAF, il se transforme en SARL, quoi qu'il en soit, il a toujours le même régime social, mais est-ce qu'on doit lui créer un nouveau compte URSSAF? Si vous ne savez pas, ce n'est pas très grave, vous pourrez nous répondre après, et puis on fera une réponse après. Hein. Je préfère prendre la question pour apporter une réponse plus précise a posteriori, si vous voulez. Donc, on vous enverra la question par mail et il y aura une réponse concrète. Oui, alors là, vous voyez, j'ai une consoeur qui nous dit intéressée par le test de lignes privilégiées aux experts comptables, très intéressée par les échanges privilégiés. Alors après, j'ai une autre question. Comment faire pour avoir une réponse de l'URSSAF quand on n'a pas de compte URSSAF suite à une radiation et qu'on a envoyé un mail à l'adresse de mail de contact? Donc, un compte radié. On répond
voilà, à toutes les entreprises qui nous contactent, y compris sur les comptes radiés. C'est quelque chose de fréquent, hein, qui fait partie même de notre quotidien. Ok. En utilisant donc le courriel contact, voilà, c'est quelque chose. Le délai de réponse au courriel, c'est quelque chose qu'on suit de très près également. Donc là, idem, il faut relancer le cas échéant. Relance. Ok. Après, j'ai une autre question, je ne sais pas si elle va vous plaire, mais comment affilier un LMNP à l'URSSAF quand il devient LMP? Sur Voilà. les acronymes, là, Joker Alors, également. voilà, comment affilier? C'est une location en meublé non professionnelle quand il devient location en meublé professionnelle. Bon, on répondra après. Voilà. Oh le 14 février. 14 février, ok, très bien. Et je tourne en rond avec une réponse différente à chaque fois. Merci pour votre... Ah non, pardon, c'est pas la même question. Aucun problème pour attendre la réponse. J'ai contacté 3 fois l'URSSAF et je tourne en rond avec une réponse différente à chaque fois. Merci pour votre aide. Donc ça, c'est la... non. Ah oui, d'accord, ok. C'est la suite d'une question qui était un peu plus haut pour le compte avec le mail différent. Donc, on va répondre, vous savez, c'était la question d'auto-entrepreneur qui passe en SARL. Donc, on va vous répondre, on va faire de notre mieux pour vous répondre très concrètement. Vous avez des questions dans la salle? Oui. Alors, je vais la répéter si vous voulez bien, parce que sinon, ceux qui sont en ligne ne... Non. Alors, la question est la suivante. Est-ce que les aides octroyées dans le cadre du CPSTI viennent en plus des IGSS ou c'est exclusif l'une de l'autre? Non, c'est quelque chose qui vient en plus. Hein. Ce que vous citez, on est sur des prestations d'ordre légal, hein, qui découlent directement de la loi. Là, on est sur un dispositif d'action sociale qui est voilà, à discrétion donc de ce conseil qui va pouvoir mobiliser des moyens pour accorder certaines aides financières voilà, dans certains cas précis, mais qui viennent en complément. Tout à fait. Quelque chose qui est amené à être amélioré. Donc là, je vais traduire la question. Une demande de délai faite en novembre. À aujourd'hui, toujours pas de réponse concernant cette demande de délai. Et il semblerait que il y ait souvent des réponses tardives ou pas de réponse. Alors, pour notre confrère, parce que vous n'avez pas de chance. Non. Pour notre confrère, non, je plaisante. Pour notre confrère, donc c'est systématique. Les non-réponses à des demandes d'échéanciers. Il est sûr que depuis 2-3 ans, avec cette période de troubles économiques, on passe notre vie, nous, à faire des demandes d'échéanciers. C'est pour ça que je vous ai interpellé tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on fait très, très, très souvent. Peut-être une réponse pour en nos deux clients, temps. bien évidemment. Une réponse à deux temps, parce que sur les échéanciers qui sont accordés aux entreprises pour étaler leur dette, le remboursement de leur dette. Durant la crise Covid, donc grosso modo entre mars 2020 et puis on va dire fin 2022, on était beaucoup sur une logique, en tout cas pour les périodes de dette durant la crise Covid, on était sur des échéanciers adressés automatiquement par l'URSSAF. Donc ça, c'est quelque chose d'inédit, hein, un peu comme cette crise.
Mais voilà, massivement, on a envoyé des propositions de délai de paiement qui pouvaient, le cas échéant, être renégociées par l'entreprise qui n'était pas satisfaite de la proposition formulée par l'URSSAF. Donc, je le précise parce que du coup, ces derniers temps, si je puis dire, on était beaucoup dans cette logique d'envoi. Donc, on est allé vers les entreprises pour leur proposer un délai de paiement et voilà, on a activé ce levier de manière très massive durant la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, les choses reviennent un petit peu à la normale, en tout cas en termes de procédure d'octroi de délai de paiement. Bon, là aussi, l'examen de certaines demandes peuvent prendre du temps. Tout dépend de l'ampleur de la demande. Hein. Si on est sur des demandes où les parts salariales ne sont pas réglées, où le montant, la durée, pardon, n'est pas précisée, ou alors la durée voilà, va au-delà des durées, je dirais, d'ordre plus classique. Bon, mais ça, il va y avoir un examen qui va prendre un peu plus de temps. Il y aura des allers-retours avec l'entreprise. On va lui demander des pièces complémentaires, un questionnaire, etc. Mais globalement, sur les demandes plus simples, et voilà, la réactivité est globalement assez bonne. Donc, moi, je serais preneur qu'on voit la situation que vous évoquez pour que je puisse comprendre aussi est-ce que voilà, il y a des éléments qui font que l'affaire est en souffrance et pourquoi on n'a pas répondu rapidement. Ça m'intéresse. Ah, alors, si vous permettez, on va passer à notre troisième volet. Je crois qu'il y a un truc, hein, il y a un petit apéro après. Donc, pour ceux qui sont là, évidemment, pour vous, chez vous, tant pis. Et vous pourrez échanger si vous voulez bien, parce que là, on va pas avoir le temps. Après, pour les questions pour l'administration fiscale, il y en a peut-être certaines, puisque donc là, je vais passer la parole à Emmanuel Aubray et Thierry Dufond, donc qui représentent la DGFiP. Il est vrai qu'en fait, c'est grâce à vous que nous sommes réunis ce soir, puisqu'on a eu 2-3 soucis, nous, experts comptables, avec des petites histoires de compte impôt.gouv au mois de novembre, où les fonctionnalités ont un peu changé et nous ont fait beaucoup râler. Je vous donne le micro, Thierry, et racontez-nous tout. Merci Madame la Présidente, chère Virginie. Bon, nous avions prévu avec Emmanuel Aubray, donc qui est mon collègue qui est directeur adjoint dans le beau département de l'Essonne, donc de vous faire une présentation extrêmement ciblée, parce qu'il est assez tard, et vous parlez de tous les échanges possibles et imaginables avec la DGFiP, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Et puis je pense que la plupart des professionnels du chiffre connaissent déjà un petit peu l'administration fiscale. Donc notre propos va être beaucoup moins exhaustif que ce qu'ont présenté fort savamment nos collègues. Ce qu'on voudrait faire, c'est une intervention très ciblée, parce que, encore une fois, il est tard. La météo est très fraîche en ce moment, donc il faut essayer d'aller à l'essentiel. Je pense que pour les experts comptables comme pour les fonctionnaires des impôts, on a beaucoup à gagner à être efficace dans nos relations. Donc, je ne vais pas vous parler du contrôle fiscal, je ne vais pas vous parler des contentieux, etc. Je vais parler de la relation la plus simple, enfin la plus courante des cabinets avec leur service préféré, à savoir les services des impôts des entreprises, leur SIE. Donc, alors, comment ça marche ça? On appuie là, c'est ça? Paf. Voilà, donc sur le thème « Comment mieux communiquer avec la Direction générale des finances publiques ?» Donc, nous sommes nous aussi une administration multicanale et depuis fort longtemps, et tous les canaux sont ouverts. Donc, nous faisons, mais nous essayons de réguler les différents canaux pour des raisons d'efficacité dans nos échanges. L'accueil physique, par exemple, ne se pratique plus aujourd'hui que sur rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous avec son SIE à travers ce qu'on appelle dans notre jargon l'APRDV, l'accueil personnalisé sur rendez-vous, de manière à
là aussi, avoir un échange documenté et efficace, de manière à... Ce qui est important, hein, c'est de répondre à la question, c'est de traiter le dossier et de ne pas avoir à y revenir. L'accueil téléphonique, on est parfois bon, parfois excellent, souvent assez moyen, il faut bien le reconnaître. Non, on a de gros progrès à faire dans le taux de décroché, dans la qualité de l'échange à travers ce vecteur. Le téléphone, c'est très difficile pour les administrations, hein, de manière générale. On va beaucoup investir au cours de cette année 2023 et je pense qu'on va apporter un service beaucoup plus efficace en ce qui concerne le décroché et la qualité, le contenu, hein, la qualité de la réponse téléphonique. Bon, on y reviendra. Et puis surtout, les échanges par courrier, bon, ça c'est un peu à l'ancienne, il y en a de moins en moins, on dématérialise systématiquement, hein, à travers nos téléprocédures et à travers les échanges dématérialisés de façon générale. Et puis les courriels. Alors, pour échanger avec son SIE, enfin j'y reviens à peine, hein, c'est très facile de trouver son SIE. En fait, on trouve toute la documentation dès qu'on a affaire à la DGFiP sur impôts.gouv. Vous connaissez très bien ce site, il est très riche, il est actualisé en permanence et on trouve toutes les aides, etc. sur impôts.gouv. Mais on trouve en particulier donc les coordonnées de son SIE de rattachement géographiquement compétent. Bon, la question dont on voulait vous parler avec Emmanuel ce soir, c'est comment bien échanger à travers les courriers électroniques, hein, avec son SIE. Parce qu'en fait, il y a deux systèmes de messagerie. Il y a le système de messagerie à l'ancienne, très classique. C'est l'adresse mail générique du SIE, ou pire, l'adresse particulière de tel ou tel agent. Hein, par exemple, Thierry.Dufan@DGFiP, Finance, etc. Voilà. Bon, ça, c'est un peu l'ancien système. Maintenant, ce qu'on voudrait obtenir dans nos échanges pour que ça soit plus efficace, c'est qu'on passe par ce qu'on appelle le e-contact, la messagerie sécurisée. C'est le vecteur à privilégier aujourd'hui pour avoir une réponse rapide, précise, documentée, hein, quelle que soit la nature de la question fiscale. Alors, à cet égard, j'ai demandé donc à Emmanuel Aubray de venir ce soir vous parler parce qu'il a mené une action déterminée et déterminante dans l'Essonne à cet égard. Donc, je lui passe tout de suite la parole. Merci Thierry. Bien, donc comme disait Thierry, effectivement, pour contacter l'administration fiscale par Internet, il y a un système à l'ancienne, qui est un système qui remonte un certain nombre d'années, hein, qui est la boîte aux lettres du SIE. Sur le site impôts.gouv, les entreprises ont, d'ailleurs comme les particuliers, elles ont un espace sécurisé qui est personnalisé. Et depuis 2019, la DGFiP a mis en place une messagerie sécurisée accessible depuis cet espace des entreprises. Nous nous sommes aperçus, je vous donne ce témoignage en Essonne, fin 2021, finalement, que beaucoup d'entreprises et beaucoup d'experts comptables n'utilisaient pas ce système et continuaient d'utiliser la messagerie standard, banalisée. Je ne sais pas quel est le terme le plus dépréciatif que je puisse prendre pour décourager tout le monde d'y rester, mais la messagerie à l'ancienne, qui était ni plus ni moins finalement que de se servir d'une boîte aux lettres électronique, mais dans son acceptation la plus basique du terme, c'est-à-dire la bonne vieille boîte aux lettres du début des années 2000, du début de l'Internet, parce que c'est quand même de ça dont on parle, très clairement. Une boîte qui arrive dans un service, qui est relevée par quelqu'un qui distribue les messages, enfin, c'est un système antédiluvien pratiquement. Depuis 2019, il y a donc cette messagerie sécurisée qui présente deux avantages qui sont des avantages très importants, qui sont, un, vous avez un menu déroulant, ce qui permet de cibler votre question et de cibler son routage vers le service qui va la traiter. Donc, en termes d'efficacité, en termes d'adressage et de routage percutant, c'est quand même un avantage énorme. Et ensuite,
Cette messagerie sécurisée, elle archive les messages. Et sur l'espace sécurisé de la boîte, de l'entreprise, vous avez aussi l'archivage de tous les documents de l'entreprise. Ce qui veut dire que quand on évoquait différents emails qui arrivaient avec 3 réponses différentes, par exemple, j'ai entendu ça dans l'une des questions, la messagerie sécurisée sur le site de la DGFiP, ça c'est plus possible puisque vous avez l'historique de tous les échanges, des questions, des réponses, le niveau de traitement de votre message. Donc vous savez où vous en êtes, vous savez ce qui a été répondu, et vous savez le degré, le niveau d'attente, si vous voulez, et de prise en charge du message. Donc c'est quand même un avantage extrêmement important. Ce système est particulièrement exploitable par les experts comptables en ce sens où les experts comptables peuvent avoir un portefeuille de clients et intégrer dans leur portefeuille de clients les entreprises, sans avoir à chaque fois qu'elles changent, que le responsable ou que le collaborateur d'un cabinet comptable travaille sur différentes entreprises. Actuellement, s'il se sert de la messagerie banalisée du SIE, il va envoyer un message pour telle entreprise, et puis ensuite, s'il veut aller voir le dossier d'une autre entreprise, il faut qu'il voit le dossier d'une autre entreprise et qu'il renvoie un message. Là, avec la messagerie sécurisée, le cabinet comptable peut créer lui-même son portefeuille d'entreprise, et avec sa propre habilitation de comptable, il peut adresser des messages sur les différentes entreprises qu'il appelle en fonction des besoins et des dossiers qu'il a à traiter. Donc c'est quand même particulièrement adapté à cette gestion d'une multiplicité de dossiers sans avoir à chaque fois à se réidentifier et donc à faire tous les systèmes d'habilitation qui sont nécessaires. Systèmes d'habilitation, ils sont quand même... C'est possible dans tous les SIE ou que en Essonne? Alors c'est possible dans tous les, dans tous les SIE de France et de Navarre. C'est vraiment quelque chose qui est national. J'apporte le témoignage de l'Essonne parce que nous avons estimé dans le département de l'Essonne qu'il était dommage que les professionnels et que notamment les professionnels du chiffre ne s'emparent pas de ce système et n'en bénéficient pas. L'intérêt aussi de ce système, c'est que vous avez une activation sécurisée de la messagerie avec un envoi de code par courrier au représentant légal de l'entreprise. Et c'est très important parce que on parlait de mandat tout à l'heure, mais justement, le fait que vous demandiez et qu'une entreprise demande sa messagerie sécurisée, son espace, elle crée son espace, elle demande sa messagerie sécurisée. Elle le demande à l'administration fiscale. L'administration fiscale, elle connaît un représentant légal avec une adresse postale et elle envoie au représentant légal le code d'activation. Elle est sûre que lorsque la messagerie est activée, c'est le représentant légal de l'entreprise qui l'a activée. À partir de là, le représentant légal de l'entreprise délègue tout ou partie des droits du dossier fiscal à son expert comptable, dont la messagerie ou pas. Mais si le code d'activation fait que nous sommes sûrs de l'authenticité et de la volonté du représentant légal et de ce qu'il délègue. Il le délègue à son cabinet comptable. Le cabinet comptable lui-même maîtrise parfaitement ce qu'il délègue à ses collaborateurs. Il délègue les portefeuilles qu'il délègue, à qui il le délègue, et chaque collaborateur ne dispose que des dossiers délégués par le responsable du cabinet d'expert comptable. Donc tout ça est parfaitement sécurisé, maîtrisé dans l'usage, sécurisé juridiquement, maîtrisé dans l'usage, et une fois que c'est activé, extrêmement souple en utilisation. Alors en essence, on a mis à peu près 6 mois pour... alors on peut, voilà, sur le diaporama... Non, celui d'avant. Donc, s'il y a des difficultés en cas de besoin, il y a un numéro de téléphone de support technique. Et puis, il y a aussi un système électronique ce qu'on appelle un formuel, donc un formulaire électronique pour saisir s'il y a une difficulté technique. Nous avons entrepris cette généralisation avec les experts comptables de l'Essonne, donc avec l'association des experts comptables de l'Essonne, qui sont forcément, bien évidemment, pour les entreprises de vrais prescripteurs. Donc on s'était mis, on avait évoqué la question en fin novembre 2021, puisque tout ça c'est fin 2022, mais fin novembre 2021, lors de l'Assemblée générale, on avait évoqué cette question, on l'avait mis un peu dans le paysage et rappelé cette potentialité
qui étaient largement soit inconnus, soit inutilisés. Nous nous sommes rapprochés de nouveau en février 2021 de l'association des experts comptables pour nous mettre d'accord, vraiment, clairement, sur le principe du passage à la généralisation et sur la date. Et fin février 2022, ce que nous avons identifié comme date, c'était à l'époque, on s'était dit, on passe au 15 juin. Et alors pour ça, il faut forcément accompagner les professionnels. Donc on était fin février, on s'est donné un mois pour organiser un webinaire avec les experts comptables, de manière à pouvoir expliquer toutes les potentialités du système et puis toutes les manières d'y adhérer. Et d'y faire adhérer, bien évidemment, les entreprises clientes des experts comptables. Ce webinaire a été organisé avec, et je dirais par l'association des experts comptables de l'Essonne, en ce sens où les invitations sont parties par les experts comptables à leurs adhérents. Nous nous sommes branchés le jour même sur le lien pour intervenir. On a transmis également aux experts comptables des modèles, des propositions de courrier pour les entreprises, réexpliquant la démarche, des pas à pas également d'adhésion et de délégation des droits, puisque là encore, c'est très important justement que l'entreprise délègue ses droits et qu'ensuite l'expert comptable puisse les utiliser sans avoir à chaque fois à justifier quoi que ce soit, puisqu'une fois que c'est fait au départ, eh bien, on n'y revient plus. Et l'entreprise, si elle veut le cesser, est libre à tout moment, bien évidemment, de modifier les droits qu'elle délègue. Comme le cabinet d'expert comptable est libre lui aussi de modifier, bien évidemment, les espaces qu'il crée pour ses collaborateurs. Donc tout ça est ensuite d'un usage très simple. Parallèlement à ce webinaire que nous avions fait fin mars, nous avions choisi également dans les messages qui partaient toujours des boîtes aux lettres génériques des SIE, de faire, alors au début du mois de mars, c'était des formules qui étaient inscrites en fin de réponse, disant au 15 juin, la messagerie sécurisée sera généralisée, activez-la. Et puis bon, ça c'est au début du mois de mars. À la fin du mois de mars, on a passé ces informations en début de message de réponse, toujours pour sensibiliser les entreprises, pour s'y prendre un petit peu à l'avance. Et tout ça s'est passé en très bonne intelligence à la mi-juin, avec un système qui était un système de support téléphonique, puisqu'on pensait qu'on aurait beaucoup de questions au moment où on allait répondre. Nous ne répondrons plus sur cette boîte générique. Nous vous demandons de créer votre espace sécurisé. Alors, on s'était mis bien évidemment en ordre de marche pour pouvoir répondre au téléphone rapidement au fond des questions, puisque le fait de créer la messagerie sécurisée ne devait pas emporter le fait qu'il y ait un délai de traitement du fond de la question fiscale qui était soumis, parce que l'important, c'était quand même ça. Mais il fallait aussi à un moment ou à un autre savoir passer à cette nouvelle messagerie. Donc on avait dissocié un petit peu la difficulté entre guillemets. On traitait la question fiscale directement au téléphone rapidement. En revanche, la réponse par voie électronique, elle arrivait ensuite après que la création de la messagerie sécurisée. D'expérience, nous n'avons pas eu à activer réellement le support téléphonique pour les créations de messagerie sécurisée, ce qui porte à penser que les pas à pas qui étaient faits étaient suffisamment clairs ou les experts comptables suffisamment véloces dans la mise en place de ce système. Mais en tout cas, tout ça s'est très bien passé. Et actuellement, j'ai encore, lors de la dernière assemblée générale des experts comptables de l'Essonne, fait poser la question très clairement de savoir s'il y avait des difficultés. Et aucune n'est remontée de manière particulière. Donc, si je comprends bien, le message est utilisons la messagerie sécurisée. J'ai pas mal de questions que je vais vous poser si vous voulez bien, puis après on va s'arrêter parce qu'on est déjà un petit peu en retard. La première, c'est alors oui, il y aura un replay, on me l'a posé depuis tout à l'heure. Évidemment, tous les rendez-vous aux 50, vous avez un replay après sur le site de l'ordre. Comment contacter le SIE qui ne veut plus que passer par la messagerie sécurisée? Réponse par la messagerie sécurisée, évidemment. Non, mais je suis très sérieux. En matière fiscale, les téléprocédures qui ont démarré dans les années 2000 sous une forme facultative et qui vivaient de leur seule séduction, si je puis dire, sont devenues obligatoires. Le législateur a imposé les téléprocédures fiscales. TDFC, Télé-TVA, etc. sont des
Ce sont des téléprocédures obligatoires pour toutes les entreprises françaises. Donc l'espace sécurisé aujourd'hui n'est pas obligatoire du fait de la loi, mais en pratique, ça sera le vecteur de courriel privilégié. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, nous c'est une question d'efficience, on ne pourra pas assurer le même type de qualité de réponse en termes de contenu, de délai, etc. sur la boîte générique et sur l'espace sécurisé. Donc e-contact deviendra nécessairement le vecteur privilégié d'échange. Et on ne peut pas dire que, comment dire, on soit dans l'impossibilité d'utiliser e-contact. Je ne crois pas. Hein. Alors, un expert Ou alors on n'a comptable pas, ça veut dire qu'on n'a pas Internet. semblerait mécontent. Messagerie sécurisée inadaptée, pas de réponse possible, traçabilité infernale. Non, je suis en désaccord formel. Enfin, enfin bon, il faudra voir de qui un il message, s'agit. une réponse, c'est tout. Comment avoir un échange. Autre exemple, comment contacter le SIE en tant que tiers de confiance pour un client qui n'a pas d'espace. Qui crée son espace. Le client, mais c'est obligatoire. Je ne comprends pas ce genre de polémique. Les téléprocédures sont obligatoires. Bonjour, pour accéder à la messagerie sécurisée, il faut refaire une demande d'habilitation supplémentaire. Le SIE peut mettre plusieurs semaines, parfois. Alors, c'est pas le SIE exactement, mais enfin bon, c'est comme les DAS 2, enfin, c'est comme ce qu'on a connu sur les habilitations qui ont dans certains cas été levées en novembre pour des questions de pure sécurité informatique. Encore une fois, c'est pas pour des questions de fiscalité, c'est pour des questions de sécurité. Là aussi, on est typiquement sur des questions de sécurité. On sait que, par exemple, on peut envoyer un mail sous une fausse identité. C'est très facile à faire. Par contre, on ne peut pas tricher sur l'espace sécurisé, parce que c'est conçu pour la sécurité et renforcé. Donc, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, la réponse, c'est espace sécurisé, e-contact. Comment faire quand après 6 demandes sur la messagerie sécurisée, nous n'avons pas de réponse? En l'espèce, une demande de remboursement de crédit de TVA en souffrance depuis septembre 2022. Bon, il faudrait voir de quoi il s'agit. Ça me paraît. Vous nous envoyez le mail, on vous le communique, oui, c'est ça, et on vous répondra. Tout à fait. C'est pas une situation normale. Voilà. Donc, je suis prêt à regarder. Comment peut-on faire quand on est tiers déclarant l'adhésion à la messagerie sécurisée sur impôts.gouv alors que nos clients nous font parvenir des codes d'accès après la fin de l'activation? La réponse est dans la question. Là, enfin, là, on est dans de la non-qualité totale. Hein. Bon, il faut. Oui. Oui. En bref, il faut anticiper parce qu'on sait tous que les codes arrivent par courrier et qu'on ne peut pas se réveiller la veille de l'échéance. Il faut le savoir. Il peut y avoir. A raison. En fait, il faut qu'on adapte nos process et parfois on est pressé. Parfois, on se fait dernier moment. Il peut y avoir des problèmes de distribution postale dans tel ou tel endroit. À ce moment-là, il faut reprendre contact avec son service et puis on trouvera une solution. Alors, on a indiqué les numéros d'assistance, voilà. On a des numéros d'assistance, il ne faut pas hésiter à les appeler, à les contacter sur toutes ces questions de téléprocédure. Comment supprimer sur le site impôts.gouv les clients qui font plus partie du cabinet? Comment ça? J'ai pas compris. Comment supprimer sur le site impôts.gouv les clients qui ne font plus partie du cabinet d'expertise comptable? Je ne sais pas, mais on prend la question. On prend la question, on vous répondra. Oui. À un moment donné, je suis interpellée. Virginie, vous ne pouvez pas dire de telles inexactitudes, c'est de la désinformation, mais je ne sais pas du tout de quoi on parle. Bon, non, mais on va prendre les questions vous m'enverrez toutes les questions. Du même expert comptable, on peut le recontacter s'il le souhaite, hein, si ce n'est pas un problème. Vous nous envoyez tous vos mails, vos questions, évidemment, on vous répondra. Nous, on veut structurer nos échanges de manière à gagner en efficacité. Pour illustrer un tout petit peu mon propos, la personne qui envoie des relances parce qu'elle n'a pas eu une réponse immédiatement par courrier, téléphone, mail générique, etc., ça crée énormément de confusion et ça n'accélère pas la réponse, évidemment. Hein, ça disperse complètement notre capacité à répondre de façon professionnelle. Donc, on voudrait, en particulier avec les professionnels du chiffre, avoir des échanges structurés. Ça passe par la messagerie sécurisée.
Comment SVP pouvoir débloquer un fonds de solidarité qui est bloqué depuis 2 ans alors que nous avons écrit au SIE et déjà sollicité le médiateur? Alors, il est probable que la question a déjà été traitée parce que, excusez-moi, mais depuis fin juin 2022, le FDS est clos. C'est terminé. Hein. Donc, je ne sais pas s'il faut nous... Non, c'est un dossier en souffrance, ça peut arriver. Non. Non, c'est terminé. C'est terminé. Enfin, Non, mais- si la demande est postérieure... Non, c'était une demande au 30 antérieure juin. et ça fait 2 ans qu'on attend la réponse. Et je pense que la réponse a dû être donnée, mais n'a pas dû être considérée comme satisfaisante. À voir, parce que Voilà. on peut aussi, comment dire, répéter les questions jusqu'à voir oui, quand la réponse légalement est non. Bon, Dans ces cas-là, on est dans une situation de blocage. Vous nous envoyez vos questions. Ça peut arriver. On vous répondra. Oui, Je tout vois à que fait. là, On regardera. Ça déchaîne les On passions, regardera. mais on le savait Ouais. un petit peu, les relations. Enfin, en fait, dans ces relations entre le client et l'administration, le professionnel du milieu, c'est l'expert comptable. Évitons le vaudeville. Je suis d'accord, Virginie. Voilà. Évitons le vaudeville. Oui, tout à fait. Ça peut être le trio un peu infernal. Oui, donc restons demander rationnels et attendre une réponse, et etc., tranquilles. etc. Oui. En fait, nous, on adorerait avoir peut-être un interlocuteur privilégié, nous les experts comptables, Non. pour dénouer ce genre de situation. Et parfois, il y a des situations un peu ubuesques. Oui. Ça arrive. Et évidemment, on peut avoir une situation sur 1000, Alors, 2000. Il y avait une question comme ça d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une ligne Oui. expert comptable auprès de la DGFiP? La réponse, bon, on peut avoir les rêves les plus fous. Nous, on n'envisage pas la réponse comme ça, enfin l'organisation comme ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une qualité de réponse la meilleure possible, à la fois aux entreprises et aux experts comptables. C'est-à-dire que si la réponse est très bonne pour les experts comptables et très bonne pour les entreprises, je pense que les deux parties, entre guillemets, seront comblées. C'est ça notre objectif et on va y travailler d'arrache-pied en 2023. Mais il faut nous aider, espace sécurisé, e-contact. Je répète, c'est très important. Espace sécurisé, e-contact. Quelle adresse mail je donne pour l'ordre pour que toutes ces réponses soient transmises? Ah, d'accord. Donc, il semblerait que vous avez l'adresse mail. Je m'engage à regarder toutes ces questions, évidemment. Voilà, on va répondre à toutes les questions. Si jamais il y avait un petit oubli, vous nous relancez et on va faire en sorte que vous ayez des réponses pour vos dossiers qui sont compliqués et bloqués. Ça peut toujours arriver, bien sûr, c'est humain. On est là, pour arriver. ça. Je suis désolée, donc on est un petit peu en retard. Je vous remercie tous de vos interventions qui ont été très riches et je pense très instructives. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. On vous a mis l'agenda du mois de janvier, des webinaires associations, des ateliers mieux vaut prévenir, ça c'est pour vos clients qui auraient des difficultés, un webinaire du club Innovatio et après les après-midi du social. Merci à tous, à toutes de votre attention. Et pour tous ceux qui sont derrière leur écran, venez nous voir la prochaine fois. Ça nous fera très, très, très plaisir. Merci beaucoup à vous tous et à la qualité de vos interventions. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée.